Antigone de Jean Anouilh. Fiche de lecture. L'année de première année bac au Maroc est marquée par l'étude d'œuvres littéraires incontournables, et parmi elles, Antigone, de Jean Anouilh qui se distingue comme un choix audacieux et passionnant. Cette pièce, inspirée du célèbre mythe grec, transporte les élèves dans un univers tragique où les conflits moraux et politiques s'entremêlent de manière saisissante. En étudiant cette œuvre, les lycéens sont confrontés à des thématiques intemporelles et universelles, tout en développant leurs compétences de lecture, d'analyse et de réflexion critique. Qui est Jean Anouilh? Activité, dramaturge et scénariste. Naissance, le 23 juin 1910 à Bordeaux en France. Décès, le 3 octobre 1987 à Lausanne en Suisse. Distinction, prix Dominique de la mise en scène, 1959, prix du Brigadier, 1971, Grand Prix du théâtre, 1980. Il entreprit des études de droit à Paris où il travailla dans la publicité. En 1928, il devint le secrétaire de Louis Jouvet, ce poste lui permit de découvrir le théâtre et de s'y consacrer. Ses premières œuvres furent couronnées de succès notamment L'Hermine, 1932, Le Voyageur sans bagages, 1937, et Le Sauvage, 1938. L'auteur ajouta d'autres pièces à son palmarès et s'affirma comme l'un des plus grands dramaturges de son temps. Sa pièce Le Bal des voleurs, 1938, et ses adaptations de tragédies antiques, Eurydice, 1942, Antigone, 1944, furent favorablement accueillies par le public. Le théâtre d'Anouilh est classique en apparence, mais il comprend quelques pièces qui traduisent une volonté de renouveau comme l'Alouette, 1952, qui est une adaptation de la légende de Jeanne d'Arc, ou encore Becket ou L'honneur de Dieu, 1959, où l'histoire ne sert que de prétexte à une création dramatique qui se veut novatrice et originale. Antigone. Présentation. Auteur, Jean Anouilh. Genre, théâtre, une tragédie moderne. Pays d'origine, France. Date d'écriture, 1942. Date de parution, 1946. Éditeur, Édition de la Table Ronde. Nombre de pages, 125. Date de la première représentation, 4 février 1944. Metteur en scène, André Barsac. Lieu de la première représentation, Théâtre de l'Atelier. Antigone est une tragédie grecque de Sophocle dont la date de création précise n'est pas certaine mais se situe probablement en 442 avant Jésus-Christ. Elle appartient au cycle des pièces thébaines, décrivant le sort tragique d'Éodipe, roi de Thèbes, et de ses descendants plus précisément d'Antigone, sa fille. Alors qui est Oedipe et c'est quoi sa légende? La légende d'Oedipe? Oedipe, fils de Jocaste et de Laïo descendant des Labdacides, né à Thèbes. Son père, le roi de la ville, l'abandonne à sa naissance au sommet d'une colline, craignant la prédiction de l'oracle. Celui-ci avait prédit qu'Oedipe tuerait son père et épouserait sa mère. L'enfant, les chevilles percées et attaché par une corde à un arbre provoque la pitié d'un berger qui le recueille et le confie à Polybe, le roi de Corinthe, qui ne peut avoir d'enfant. La reine Péribée lui donne le nom d'Oedipe qui, en grec, signifie « pieds enflés ». Oedipe grandit à Corinthe jusqu'au jour où, poussé par la curiosité, il suit la route de Delphes pour consulter l'oracle d'Apollon. Ce dernier ne lui révèle aucun secret sur ses origines et lui annonce qu'il tuera son père et épousera sa mère. Croyant que Polybe et Péribée sont ses véritables parents, il tente de fuir son destin. Sur son chemin, son cheval se fait tuer par le cocher de Laïo et réagit en tuant le maître. Seul un serviteur réussit à se sauver. En arrivant à Thèbes, Oedipe rencontre le Sphinx, une créature ailée avec un corps de lion et un buste de femme qui terrifie la ville. Il parvient à résoudre l'énigme posée par le Sphinx, qui le matin marche à 4 pattes, le midi à 2 pattes et le soir à 3 pattes. Le Sphinx, vaincu, se jette du haut d'un précipice. Grâce à ses exploits, Oedipe est proclamé roi de la ville par Créon, le frère de Jocaste qui occupait le poste de régent après la mort de Laïo. Oedipe épouse la reine et il donne naissance à 4 enfants, Antigone, Ismène, et Théocle et Polynice. Une épidémie, due selon l'oracle à la présence en ville du meurtrier de Laïo, s'abat sur la ville de Thèbes. Oedipe part à la recherche du coupable mais Jocaste apprend du serviteur qui avait pu s'enfuir que son mari est l'assassin. Jocaste, terrifié à l'idée d'avoir épousé son fils, s'étrangle avec son écharpe.
Quant à Oedipe, il se crève les yeux et fuit Thèbes pour trouver asile à Athènes avec sa fille Antigone. Présentation de l'œuvre. Description de la première page de couverture. De haut en bas, tous les éléments sont centrés sur la page, le prénom et le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le cadre et le nom de la maison d'édition. Le cadre dans lequel sont présentées deux esquisses de personnages sur fond blanc, ce décor est dépouillé, aucun élément n'y apparaît. On ne distingue que les contours des deux personnages, ce qui suggère leur dépersonnalisation permettant une interprétation plus large, ils peuvent être n'importe qui. Cependant le vêtement ample, sorte de toge, du personnage de gauche montre peut être son appartenance au monde de la loi, c'est peut-être un avocat. Sa haute taille lui confère une certaine importance. Il tend la main vers l'autre personnage, celui-là de plus petite taille, à droite. Les courbes de ses hanches et sa silhouette menue laissent supposer qu'il s'agit d'un personnage féminin. Contrairement à l'autre personnage, elle ne fait pas de geste vers lui. Elle ne se tourne donc pas vers lui. On remarque leur ombre sur le sol et on peut conclure que la scène se déroule à l'extérieur. Cependant, ces personnages semblent enfermés dans un cadre. Que mime ce cadre ? Celui de la télévision ? Celui du monde dans lequel ils sont prisonniers ? Hors de ce cadre, la couverture présente encore une certaine rigidité, les lignes sont toutes verticales et horizontales. Cette image propose déjà à l'œil du futur lecteur une opposition entre deux personnages, ne serait-ce que par leur taille, l'un des deux personnages, le plus imposant tend la main vers le personnage féminin qui, lui, semble regarder droit devant lui ou derrière lui. Par ailleurs, le titre de l'œuvre illustre encore cette opposition. Le préfixe grec « anti » indique l'hostilité, l'opposition, la défense et le mot « gonia » signifie angle. Antigone serait le personnage se positionnant donc contre. Enfin la couleur orange vif dominante sur cette couverture peut traduire l'agressivité déjà présente dans le titre. Le choix du marron renvoie à une certaine morosité de l'existence de ces personnages. Résumé global de l'œuvre. Après la mort de Polynice et d'Éthéocle qui se sont entretués durant la bataille de Thèbes, le roi Créon a organisé des funérailles nationales pour le second et a laissé pourrir le cadavre du premier dans la nature. Il a promulgué une loi interdisant à quiconque d'accorder les honneurs funèbres à ce traître, sous peine de mort. Cette décision indigne profondément Antigone qui prend la ferme résolution d'enterrer son frère même si cette audace l'expose à un effroyable supplice. Après s'être entretenue avec sa nourrice, sa sœur Ismène et son fiancé Aimon, elle accomplit son acte avec une conviction inébranlable. Devant son oncle Créon, la jeune fille revendique les faits avec courage. Elle rejette toutes les propositions du roi qui tente vainement de la sauver. Un affrontement violent s'engage entre les deux antagonistes, il se termine par la condamnation de l'héroïne à être murée vivante. Antigone se pend avec sa ceinture dans le tombeau des Labdacides. Aimon qui la rejoint entre-temps dans sa réclusion solitaire crache sur son père qui se trouve sur les lieux avant de se percer le corps avec son épée. Eurydice apprend la triste nouvelle et se suicide à son tour. De retour à son palais, Créon sent pour la première fois le poids de la solitude, mais les événements tragiques qui l'ont secoué ne l'empêchent pas d'assumer ses responsabilités royales avec le sens du devoir qui lui est connu. Lien entre les personnages. Antigone, nièce du roi Créon. Ismène, sœur de la princesse Antigone. Créon, oncle maternel d'Antigone. Aimon, fils du roi Créon et fiancé d'Antigone. Personnages principaux. Antigone, son père Oedipe et sa mère Jocaste, sœur d'Ismène, d'Éthéocle et de Polynice morts tous les deux avant le commencement de la pièce. Cette jeune princesse veut enterrer le cadavre de son frère Polynice malgré l'interdiction par le roi. Créon, oncle maternel d'Antigone, roi de Thèbes après la mort des deux frères ennemis, il tient à sa parole et enterre sa nièce vers la fin. Ismène, sœur d'Antigone, elle aime la vie, refuse le projet d'Antigone. Aimon, fils de Créon et d'Eurydice, fiancé d'Antigone, il se plonge l'épée dans le ventre après la mort de sa fiancée. Personnage secondaire. La nourrice, une femme qui a élevé les enfants d'Oedipe, cette vieille également appelée « nounou » par les filles. Eurydice, épouse du roi Créon qui passe ses journées à tricoter des vêtements pour les pauvres de Thèbes. Elle se suicide en se tranchant la gorge après la mort d'Aimon. Les trois gardes, chargés de surveiller le cadavre de Polynice. Ils sont trois, Jonas, Durand et Boudousse. Le page du roi, il accompagne Créon et lui rappelle l'heure du conseil. Le messager,
Personnage type du théâtre antique, il annonce des nouvelles. Quels sont les thèmes principalement abordés dans Antigone? A. La solitude. Sujet capital dans l'œuvre. Il s'agit d'une solitude aussi bien morale que physique. Dès le début de la pièce, dans le prologue, le lecteur est averti de la solitude d'Antigone. Elle espérait l'aide de sa sœur, mais celle-ci refuse de la lui donner. B. L'enfance. Très vite, au fil de la lecture d'Antigone, le lecteur se rend compte de l'importance de l'enfance. Ce sujet est principalement évoqué par l'utilisation de l'adjectif « petit ». Cet adjectif est très souvent associé au prénom d'Antigone. En effet, le long de la pièce, le personnage principal est traité de « petite ». C'est le bonheur. Une certaine idée du bonheur fait également partie des sujets principaux. Onouille, au travers de son œuvre, veut partager sa propre notion du bonheur. Il parle des êtres heureux, ceux qui font des enfants et prennent plaisir à manger, même si les guerres existent. Même si le malheur est présent dans nos vies. Il y a une catégorie de gens qui savent profiter des instants heureux. D. Le pouvoir. Impossible de ne pas traiter le sujet du pouvoir dans une pièce inspirée de la tragédie grecque et de la mythologie ancienne. Dans la pièce, un des personnages représente le pouvoir. Il s'agit de Créon, le roi de Thèbes. C'est donc par la mise en scène de ce personnage que l'auteur peut parler de la politique et du pouvoir. Le pouvoir n'est pas très bien apprécié d'Antigone. Le conflit entre les lois humaines et divines. Antigone incarne la lutte entre la loi de Créon et la loi des dieux. Elle défend l'idée que la justice et la moralité doivent primer sur les lois établies par les hommes. Les personnages. Antigone représente la résistance et la rébellion face à l'autorité tyrannique. Tandis que Créon symbolise le pouvoir politique et l'oppression. Les autres personnages, tels qu'Ismène et Aimon, reflètent différentes attitudes face à la justice et au pouvoir. Le style théâtral. La pièce se compose principalement de dialogues, utilisant un langage simple mais puissant pour exprimer les émotions et les idées des personnages. Structure et style du texte. Structure dramatique. La pièce est divisée en 5 actes, avec une progression linéaire de l'intrigue et des tensions croissantes. Style littéraire. Le style d'Onouille est marqué par une écriture concise et percutante, mettant l'accent sur les dialogues et les répliques mémorables. Apport et implication. Le conflit entre l'individu et l'autorité. Antigone soulève des questions éthiques et politiques sur le devoir de chacun envers sa propre conscience et sa responsabilité face à l'autorité. La tragédie humaine. La pièce explore les limites de la condition humaine, mettant en évidence les conflits intérieurs, les choix difficiles et les conséquences inévitables de nos actions. L'interprétation subjective de la morale. Antigone met en évidence la relativité des valeurs morales et souligne que l'individu doit être prêt à défendre ses convictions, même si cela signifie aller à l'encontre des normes établies. Schéma dramatique. État initial. Après les funérailles d'Éthéocle, Créon ordonne de ne pas enterrer Polynice. À cet effet, il décrète une loi qui punit de mort quiconque oserait enterrer le cadavre. Élément perturbateur. Antigone brave l'autorité du roi et accorde les honneurs funèbres à son frère. Elle est arrêtée par les gardes et conduite devant Créon. Péripéties. Créon fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la mort à sa nièce, mais cette dernière lui tient tête et revendique héroïquement son acte. État final. Antigone est condamnée à mort. Aimon la rejoint dans le tombeau et se suicide. Elle se donne la mort à côté de lui. La reine en fait de même. Créon reste seul avec son petit page. Antigone. Résumé, analyse des scènes et des actions principales. Répartition des scènes. De manière globale, la pièce est conçue de manière classique. Cependant, elle n'est pas divisée en actes comme dans les anciennes tragédies. La délimitation des scènes se base essentiellement sur l'entrée et la sortie des personnages selon le tableau suivant. Scène 1, de la page 9 à 13. Le prologue. Résumé. Le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce et les décrit brièvement. Antigone, en sa qualité d'héroïne, passe en premier. Viennent ensuite Ismène, Aimon, Créon, la reine Eurydice, la nourrice, le page, le messager et les gardes.
Au terme de son discours, le prologue procède à un bref rappel de certains événements indispensables à la compréhension de l'histoire. Il insiste sur des faits saillants tels que la mort des deux frères d'Antigone. Les funérailles dignes d'un héros accordées à Éthéocle et le cruel châtiment infligé à Polynice, condamné à pourrir sous les yeux horrifiés de Thèbes. Tout laisse supposer que le dénouement ne sera pas heureux pour l'implacable Antigone qui défend farouchement ses convictions au risque de s'attirer les foudres du roi. Axe de lecture. 1. L'exposition. D'habitude, les faits antérieurs à l'action sont présentés par les personnages dans un dialogue artificiel destiné à informer le public. Onouille n'adopte pas ce procédé classique. Il confie la tâche de l'exposition au prologue, un personnage qui figure également dans Antigone de Sophocle. L'ambiance de la tragédie est annoncée dès le début à l'aide de termes ayant trait à la mort, par exemple elle pense qu'elle va mourir. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et mourir. C'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Le prologue souligne l'écart existant entre les protagonistes de la tragédie classique et celle d'Onouille. À part Antigone présentée comme une jeune fille grave et pensive, les autres personnages se singularisent par leur extrême banalité. Par ailleurs, le texte d'ouverture foisonne d'indices qui traduisent le souci d'innovation qui anime l'auteur et dont nous verrons quelques exemples dans le troisième axe. 2. Antigone. De tous les personnages, Antigone se distingue déjà comme un être à part. Elle n'est pas belle comme la plupart des héroïnes, mais elle jouit d'une grande force de caractère. Le nom qu'elle porte et qui contient les lettres du mot agonie la prédestine à une fin tragique. Explicitement souligné par le prologue, comme dans la phrase. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. La jeune fille qui tiendra tête à Créon un peu plus loin est présentée dans une position méditative dans la phrase, elle ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle est consciente de la mission difficile qui l'attend, mais elle est prête à l'accomplir à tout prix. La petite maigre, noiraude et renfermée s'oppose en tout à sa sœur Ismène qui incarne le modèle de la beauté féminine à travers les adjectifs, la blonde, la belle, l'heureuse Ismène. Son physique n'a donc rien à voir avec le corps de charme traditionnellement prêté aux héroïnes des tragédies. 3. L'originalité d'Onouille. Onouille transforme le prologue, personnage grave souvent incarné par un dieu dans la tragédie antique. Un personnage tout à fait ordinaire qui sait lire dans la souffrance des hommes. Il compose sa pièce en prose et non en vers. Comme c'est le cas de la tragédie classique. D'autres nouveautés se remarquent dans cette première scène telles que le fréquent usage des anachronismes. Par exemple, Garde qui porte des chapeaux et qui joue aux cartes. Eurydice qui tricote. Le langage familier et la considération d'Antigone comme un personnage démythifié, c'est-à-dire comme qui n'a rien à voir avec la grandeur tragique des héroïnes antiques. Scène 2, pages 13 à 20. Les personnages. Antigone et la nourrice. Résumé. Antigone rentre chez elle. Elle est surprise par sa nourrice qui l'accable de questions pour savoir d'où elle vient à une heure aussi matinale. La jeune fille lui confie finalement qu'elle s'est rendue à un rendez-vous galant, un aveu qui irrite visiblement la vieille femme. Mais Antigone plaisante. La raison pour laquelle elle a quitté son domicile est tout autre. Axe de lecture. 1. Une abondance de familiarité. Onouille se démarque de Sophocle par l'usage d'un langage familier utilisé d'habitude dans les comédies. Ce choix permet d'insérer des moments de détente dans une pièce dominée par un cortège de suicides. Par exemple, et ça vous répond qu'on la laisse, ça voudrait qu'on ne dise rien. Ah, c'est du joli. C'est du propre. Allons ma vieille pomme rouge. Tu en auras encore besoin nounou. 2. Rêverie et réalisme. La scène qui réunit Antigone et sa nourrice révèle quelques traits de caractère des deux personnages. La première, encore sous l'effet de la beauté de la nature du petit matin, s'abandonne à de lointaines rêveries. Son langage, presque poétique, contient de nombreuses images qui trahissent son extrême sensibilité. Par exemple, c'est vrai, c'était encore la nuit. C'est merveilleux nourrice. J'ai cru au jour aujourd'hui. Dans les champs, cela était mouillé et cela attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive.
La nourrice, quant à elle, reste profondément attachée au réel. En guise de réponse aux évocations poétiques d'Antigone, elle répond. Il va falloir te laver les pieds avant de te mettre au lit. Scène 3, page 21. Les personnages. Antigone, la nourrice et Ismène. Résumé. La nourrice fait des reproches aux deux princesses. Elles se sont levées très tôt et elles ne sont pas assez couvertes. Scène 4, de la page 22 à 31. Les personnages. Antigone et Ismène. Résumé. Antigone et Ismène abordent une conversation qui porte sur un sujet très sérieux. Les deux sœurs s'opposent pratiquement en tout, mais cette différence n'influe guère sur l'affection qu'elles nourrissent l'une pour l'autre. Antigone révèle son intention d'enterrer le corps de Polynice malgré le décret royal. Ismène tente de la dissuader mais sans résultat. Axe de lecture. 1. La blonde et la noiraude. Ismène jouit d'une grande beauté. Antigone, quant à elle, est affligée d'un physique ingrat qui ne lui attire pas l'admiration des hommes. Ce constat se remarque également dans le portrait moral des deux personnages. 1a. Ismène essaie de convaincre sa sœur de revenir sur sa décision. Elle évoque son droit d'aînesse et rappelle sans cesse qu'elle est la plus sage, dans les répliques « Je réfléchis, j'ai raison plus souvent que toi ». Mais ces arguments ne donnent rien. Alors, elle exprime la peur qui s'empare d'elle pour attendrir Antigone qui reste sourde à ses supplications. Comme dans les phrases « Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse, ils nous hueront, ils nous cracheront au visage. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Il est plus fort que nous Antigone. 1b. Antigone a une seule idée en tête et elle compte la mettre en pratique coûte que coûte. Elle rejette en bloc les justifications de sa sœur et se montre fermement résolue à aller jusqu'au bout du défi qu'elle a lancé à Créon. Dans les phrases, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Toujours comprendre. Moi, je ne veux rien comprendre. Lui, il doit nous faire mourir, et nous devons aller enterrer notre frère. 2. Une lutte contre les adultes. Pour toute réponse aux arguments d'Ismène, Antigone évoque ce qu'elle a enduré dans son enfance à cause des adultes. Ces souvenirs douloureux la confortent dans l'affrontement du roi, l'autorité suprême de Thèbes. Dans les phrases, « Quand j'étais petite, j'étais très malheureuse. Il fallait comprendre qu'on ne peut toucher l'eau. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas tout manger à la fois. » Scène 5, de la page 31 à 36. Les personnages. Antigone et la nourrice. Résumé. Antigone, qui a explosé de colère face à Ismène, se montre très calme en présence de sa nourrice. Elle se confie corps et âme à la vieille femme pour être réconfortée. Au fil des répliques, la jeune fille dévoile partiellement son projet, mais la nourrice ne saisit pas le sens caché de ses propos. Axe de lecture. 1. Souffrance et réconfort. Antigone évoque son passé dominé par la peur, l'obscurité et les interdits. Mais la nourrice qui s'est chargée de son éducation après la mort de Jocaste veillait constamment sur elle et la protégeait contre tous les dangers. L'épanchement de la jeune fille trahit son extrême sensibilité et son besoin d'affection. D'ailleurs, le fait de s'attacher encore à la nourrice est la preuve qu'elle se considère encore comme une enfant. Réplique justificative. Nounou plus forte que le cauchemar, plus forte que l'ombre, plus forte que les 1000 insectes, plus forte que la nuit elle-même, nounou plus forte que la mort. 2. Les signes avant-coureurs de la tragédie. Antigone change subitement d'attitude. Elle devient sombre et pensive. Nous comprenons, à la lumière des informations fournies précédemment, qu'elle se prépare à exécuter sa menace d'enterrer son frère. Elle est consciente que son acte lui attirera de graves conséquences ainsi qu'à ceux qui l'entourent. La nourrice, un personnage plus proche de la comédie que de la tragédie, ne comprend rien aux allusions de sa protégée qui sonnent comme les propos d'un triste adieu. Tout laisse donc présager que le mécanisme tragique ne tardera pas à se déclencher. Scène 6, de la page 37 à 44. Les personnages. Antigone et Aimon. Résumé. Antigone et Aimon se réconcilient après une dispute amoureuse. La jeune fille profite de ce retour à la normale pour demander à son fiancé s'il l'aime vraiment, et s'il ne regrette pas de l'avoir choisi au lieu d'Ismène. Après lui avoir avoué qu'elle est prête à se donner à lui sans la moindre hésitation, elle lui fait jurer de ne poser aucune question sur la décision qu'elle a prise et qui consiste à se séparer de lui. Axe de lecture.
1. Une extrême sensibilité. En présence de son fiancé, Antigone fait montre d'une grande douceur. Elle se détache de l'enfance où elle s'est toujours réfugiée et se comporte désormais en femme mûre et responsable, qui déborde de maternité. L'amour réussit là où échouent les hommes. Justification dans les phrases. Elle se serre contre lui un peu plus fort. Et serre-moi plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Oh, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur. Notre petit garçon, Aimon. Il aurait eu une maman toute petite. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi tu aurais eu une vraie femme? Oh. Tu m'aimais, Aimon, tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu tu ne t'es pas trompé de jeune fille? Tu m'aimes, n'est-ce pas? 2. Le déclenchement du mécanisme tragique. Antigone se montre plus résolue que jamais à accomplir sa mission. La manière dont elle parle à son fiancé est la preuve que l'exécution de son plan est proche. En blessant la sensibilité d'Aimon, elle assène un premier coup douloureux à Créon son père. Les répliques justificatives. Voilà, maintenant, je vais te dire encore 2 choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Jure-le-moi. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je vais te faire de la peine, ô mon chéri. Pardon. Sors, sors tout de suite sans rien dire. Pas maintenant, pars vite. Tu le sauras demain. Scène 7, pages 45 à 46. Les personnages. Antigone et Ismène. Résumé. Ismène tente de raisonner sa sœur pour qu'elle renonce à sa folie, mais Antigone se montre inflexible. Avant de quitter son aîné, elle lui apprend qu'elle a déjà accompli son acte. Elle a enfreint le décret de Créon en enterrant Polynice. Axe de lecture. 1. Mission accomplie. Antigone a fait allusion, de manière implicite, à son acte dans sa conversation avec la nourrice et avec Aimon. Dans son dialogue avec Ismène, elle le révèle pour la première fois. C'est le signe que la machine infernale a bel et bien été mise en marche. Phrase justificative dans les répliques. Antigone s'est levée, un étrange sourire sur les lèvres, elle va vers la portée du seuil, doucement, elle dit, c'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. 2. Les arguments affectifs. Ismène essaie d'abord de convaincre sa sœur en visant sa raison. Mais Antigone n'est pas le genre de fille à réfléchir aux conséquences d'une décision prise avec conviction. Alors l'aînée s'adresse à sa cadette en développant une argumentation basée sur les sentiments. Réplique justificative. Nous sommes tous là autour de toi, Aimon, nous, et moi et douce ta chienne, nous t'aimons et nous sommes vivants, nous avons besoin de toi. Cette approche, elle non plus, ne donne aucun résultat. Scène 8, de la page 46 à 53. Les personnages. Créon et le garde. Résumé. Jonas, le garde, informe Créon que le cadavre de Polynice a été couvert de terre. Hors de lui, le roi donne des ordres pour qu'on retrouve immédiatement celui qui a osé enfreindre sa loi. Mais le maître de Thèbes retrouve peu à peu son calme. Il enjoint aux gardes de ne pas divulguer le secret et le menace de mort en cas de désobéissance. Axe de lecture. 1. Le bouffon de la tragédie. Le garde s'avère dès sa première apparition un personnage plus proche de la comédie que de la tragédie. Son langage familier, parfois vulgaire, son attitude risible et la peur panique qui le prend devant le roi le transforment en bouffon. Sa lâcheté contraste vivement avec son métier de soldat qui le destine au maniement des armes et à l'affrontement de l'ennemi. Les répliques justificatives. On n'a pas parlé chef, je vous le jure. Si on parle, ce sera les autres, ça ne sera pas moi. Chef, j'ai 2 enfants. Le comique de répétition provoqué par les occurrences du mot « chef » achève le portrait caricatural du personnage. 2. Un roi autoritaire. Créon se sent personnellement visé par le défi qui lui a été lancé. Ses réactions exprimées sur un ton coléreux trahissent son caractère de chef autoritaire soucieux de préserver son pouvoir contre toutes sortes de menaces. Les répliques justificatives. Qui a osé ? Qui a été assez fou pour braver ma loi ? Écoute bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève.
Voilà l'ordre. Et pas un mot. Vous êtes coupable de négligence, vous serez puni de toute façon. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? Scène 9, de la page 53 à 55. Les personnages. Le chœur. Résumé. Le chœur explique au public les différences qui existent entre la tragédie et la comédie, deux genres dramatiques diamétralement opposés. Dans son intervention, il procède à une sorte d'autopsie morale de l'héroïne qui va pouvoir être elle-même pour la première fois. Axe de lecture. 1. Tragédie et drame. La tragédie est une véritable bombe qui peut se déclencher à tout moment. Il suffit d'un rien pour que le mécanisme de mise à feu s'active. Le drame, quant à lui, met en scène des personnages divisés en deux catégories opposées, les bons et les méchants. Sa fin est heureuse, chose qui arrange fort bien le public. Il présente un monde peint en couleurs optimistes où l'on continue à s'accrocher à l'espoir. Scène 10, de la page 55 à 60. Les personnages Antigone et les trois gardes. Résumé, Antigone est surprise en train de couvrir de terre le corps de Polynice. Elle informe les gardes qu'elle est la fille d'Oedipe, mais les rustres ne la croient pas. Ils se moquent d'elle et la traitent avec rudesse comme une vulgaire femme. Axe de lecture. 1. Des personnages de drame, les gardes n'ont pas leur place dans la tragédie définie précédemment comme un art noble et propre parce qu'ils sont sales et égoïstes. Leur langage vulgaire souligne la bassesse de leurs conditions caractérisées par la lâcheté et la cupidité. Dans les répliques moi, je ne connais que la consigne. La fille d'Oedipe, oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, elles disent aussi de se méfier. Et c'est qu'elle se débattait la garce. Les autres défauts des gardes, mauvais père, ivrogne, illustrent bien la définition du drame donné par le chœur, c'est un genre ignoble. 2. L'importance de la scène. Le récit du garde permet au spectateur de découvrir certaines informations nécessaires à la compréhension de l'intrigue, retour d'Antigone auprès du cadavre de son frère, son arrestation par les gardes, sa résistance, etc. Les répliques justificatives, elle était là à gratter comme une petite hyène. Elle se débattait la garce quand j'ai voulu la prendre. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. Scène 11, de la page 60 à 64. Les personnages. Antigone, les gardes et Créon. Résumé, Antigone est emmenée devant Créon. Ce dernier pense d'abord qu'il s'agit d'une erreur et menace les gardes des pires châtiments. Mais la jeune fille reconnaît son crime, sans la moindre hésitation. Le roi essaie de la protéger, il enferme les gardes et ordonne aux pages de les surveiller de près. Axe de lecture. L'interrogatoire, Antigone et Créon se trouvent face à face. La présence des gardes oblige le maître de Thèbes à agir en roi et non en parent de l'accusé. Il se comporte d'abord comme un homme de loi qui cherche à confirmer les faits. Il commence donc par interroger les gardes, dans la réplique « Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi ? C'est vrai ?» Ensuite, il s'entretient avec Antigone. Les réponses de cette dernière dissipent définitivement ses doutes, dans les répliques « Oui, c'est vrai » ou « Oui, c'était moi ». Créon se trouve dans une situation très difficile. Doit-il agir en roi ou en oncle envers Antigone? Finalement, il opte pour la deuxième alternative, dans les répliques « Conduis ces hommes à Côte-Petit. Et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir. » Scène 12, de la page 64 à 97. Les personnages. Antigone et Créon. Résumé, Créon fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Antigone, mais cette dernière continue à reconnaître sa culpabilité avec entêtement. Pour montrer à sa nièce que son acte est absurde, le roi lui révèle certains secrets de famille particulièrement choquants qui trahissent l'horreur du monde politique. Profondément touchée par ces déclarations, Antigone s'apprête à se retirer quand Créon prononce le mot « bonheur ». En l'entendant, elle se révolte contre la vie médiocre que lui promet son oncle qui tente vainement de la réduire au silence. Axe de lecture. 1. La fille d'Oedipe, Antigone n'aime pas les compromis. Elle veut assumer pleinement les conséquences de son acte. Elle n'implore pas une seule fois la pitié ou la clémence du redoutable roi, dans la réplique « je le devais tout de même, oui, je le savais ». Cette attitude obstinée rappelle à Créon le tempérament inflexible d'Oedipe qui a tenu à assumer son destin tragique jusqu'au bout. Dans les répliques, tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'est assez pour être au-dessus de la loi.
Orgueilleuse. Petite Oedipe. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. 2. La volonté de s'affirmer. Antigone avoue à Créon qu'elle a défié sa loi uniquement pour se prouver qu'elle est libre, libre de faire ce qu'elle veut même si cette liberté peut lui attirer les pires ennuis. Dans les répliques, pour personne, pour moi, faites comme moi, faites ce que vous avez à faire. Moi, je n'ai pas dit oui. Moi je peux dire non, encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge, je suis là pour vous dire non et pour mourir. 3. La politique. Le monde politique incarné par Créon est décrit comme étant sale, impitoyable et répugnant. Les décisions prises par ceux qui gouvernent ne jouent que sur les apparences. Elles cachent la vérité au peuple pour réaliser d'horribles desseins. Les répliques justificatives, mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice. On tire dans le tas sur le premier qui s'avance. Dans le tas. Cela n'a pas de nom. J'ai envie de faire un héros de l'un d'eux, j'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. Ces tristes aveux ravivent la colère d'Antigone qui affronte Créon, les yeux plissés de dégoût. Pour elle, la politique n'est rien d'autre qu'une cuisine sordide où l'on prépare les complots les plus odieux. Réplique justificative. Non, je ne me tairai pas, tu veux me faire taire, cuisinier? Pourquoi veux-tu me faire taire? Vous me dégoûtez avec votre bonheur. Vous avez des têtes de cuisinier. Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? Allons, vite, cuisinier, appelle tes gardes. Scène 13, de la page 97 à 99. Les personnages. Antigone, Créon et Ismène. Résumé, Ismène change d'opinion. Elle se confond en excuses et se montre prête à mourir avec Antigone. Mais cette dernière rejette son sacrifice pour ne pas l'impliquer dans une affaire qui la dépasse. Cependant, l'héroïne se sent plus forte dans son combat contre Créon. Elle vient de gagner le soutien d'une première alliée. Axe de lecture. 1. Une intervention timide. Ismène, une jeune fille connue pour être peu courageuse, change subitement d'attitude. Pourquoi? Sans doute parce qu'elle craint la solitude à laquelle elle sera condamnée après la mort d'Antigone. Ce n'est donc pas précisément un acte de bravoure, mais une autre manifestation de la peur qui l'a toujours hantée. Réplique justificative. Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Je ne veux pas vivre si tu meurs, je ne veux pas rester sans toi. 2. Une attitude intransigeante. Antigone réagit violemment face à sa sœur. Elle refuse de l'associer à son défi parce que les héroïnes tragiques préfèrent mourir seules, sans partager leur gloire avec autrui. Réplique justificative. Ah. Non. Pas maintenant. Pas toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. C'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas mourir avec moi maintenant. Il fallait y aller ce matin, à quatre pattes, dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout prêts et te faire empoigner par eux comme une voleuse. 3. Le verdict. Créon n'en peut plus. Il prononce enfin sa sentence parce qu'il a peur qu'Antigone ne rallie d'autres personnes à sa cause. La mort n'intimide guère l'héroïne qui y voit une délivrance susceptible de la soulager du poids écrasant dont elle souffre. Le dénouement tragique est bel et bien fixé. La question que se pose le spectateur à présent est la suivante: quand la jeune fille sera-t-elle exécutée? Scène 14, de la page 99 à 100. Les personnages. Créon et le cœur. Résumé, le cœur tente de faire revenir Créon sur sa décision et l'amener à gracier Antigone. Mais le roi campe sur sa position. Sa nièce tient absolument à mourir. Il n'y peut plus rien pour elle. Désormais, elle est la seule responsable de la triste fin qui l'attend. Axe de lecture. 1. La fin d'une héroïne tragique. Antigone, tragédie oblige, ne peut pas rester en vie. Créon, de son côté, ne peut la condamner à vivre. Dans cette situation désespérée, le roi parle de sa nièce à l'imparfait, comme si elle n'existait plus. Dans les répliques, il fallait qu'elle meure. C'est elle qui voulait mourir. Antigone était faite pour mourir. Ce qui importait pour elle,
c'était refuser et mourir. En choisissant librement la mort, Antigone condamne d'autres personnes à la souffrance et à la solitude, sa nourrice, sa sœur et Aimon. Créon, non plus, n'échappe pas à l'onde de choc causée par l'acte fatal de l'héroïne comme nous le verrons plus loin. Scène 15, de la page 100 à 106. Les personnages. Créon, le cœur et Aimon. Résumé, Aimon implore désespérément son père de sauver Antigone, en vain. Le cœur tente de son côté d'attendrir le roi, mais il n'aboutit à aucun résultat. Le sort de l'héroïne est scellé. D'ailleurs, les Thébains se rassemblent déjà et réclament la tête de la condamnée. Axe de lecture. 1. La défaillance de la raison. Tous les actes qui sortent de l'ordinaire sont qualifiés de « folie ». Le fréquent retour de cette idée sous forme de substantif ou d'adjectif souligne le dérèglement des sens des personnages qui conduit inévitablement à la mort, dans les répliques « Tu es fou, père ». Lâche-moi. Elle a préféré sa folie et la mort. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer? 2. Un allié de taille, en déclarant à Créon, « Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle ?» Aimon exprime explicitement son attachement à sa fiancée et sa ferme détermination de la suivre dans la tombe. Cette révélation déstabilise Créon. Antigone va lui enlever l'être auquel il tient le plus au monde, son fils et son successeur. Elle le frappe dans sa chair. L'attitude d'Aimon brise également l'image paternelle qu'il s'est faite de Créon. Il s'agit d'une révolte dans tous les sens du terme, réplique justificative, cette grande force et ce courage, ce dieu géant qui m'enlevait dans ses bras, c'était toi? Quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Tous ces soins, c'était donc pour arriver là. Toutes les supplications du fils s'avèrent inutiles. Créon l'a déjà dit. Il est le maître avant la loi et non après. Son impuissance soulignée par la phrase « Je ne peux pas » creuse le désespoir du jeune homme qui n'a plus qu'une seule issue devant lui, la mort. Scène 16, de la page 105 à 106. Les personnages. Créon et le cœur. Résumé, le cœur a pitié d'Aimon et demande à Créon de faire quelque chose mais ce dernier avoue qu'il ne peut plus rien pour lui. Scène 17, page 106. Les personnages. Créon, le cœur, Antigone et les gardes. Résumé, le garde informe Créon que les gens sont en train d'envahir le palais. Antigone demande à Créon de tout faire cesser puisqu'il a obtenu sa mort. Créon ordonne alors qu'on vide le palais. Scène 18, de la page 106 à 117. Les personnages. Antigone et le garde. Résumé, Antigone est étroitement surveillée. Le garde reste indifférent à ses souffrances. Il ne pense qu'à sa promotion et aux avantages matériels qu'il va en tirer. Au fil du dialogue qu'il engage avec sa prisonnière, il lui révèle qu'elle sera murée vivante. Antigone accueille cette nouvelle avec un calme digne d'une héroïne tragique. Elle arrive à convaincre son garde, moyennant une bague en or, d'écrire une lettre pour elle dans laquelle elle exprime son regret d'avoir commis un acte absurde. Axe de lecture. 1. La colère des Thébains. La foule s'entasse bruyamment devant la porte du palais, elle veut s'emparer d'Antigone et lui infliger le châtiment qui lui est réservé. Créon se prépare à la riposte et manifeste son dégoût pour la populace qui hurle à l'extérieur, dans la phrase « Je ne veux pas voir leur visage, je ne veux plus entendre leur voix ». Il est prêt à mettre en pratique la démarche qu'il a expliquée à Antigone, on gueule un ordre et on tire dans le tas, sur le premier qui s'avance. Dans le tas, cela n'a pas de nom. 2. Le garde chargé de surveiller Antigone offre une image sordide de l'espèce humaine. Son air froid, sa cupidité et son souci de l'avancement en grade répugnent la captive qui vit ses derniers moments. Réplique justificative, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et, d'un sens, ça m'ennuie pour mon avancement. Le comportement du garde s'oppose en tout à l'attitude d'Antigone. Pendant que cette dernière chante sur un ton poétique la solitude du tombeau, il se fait une chic. 3. L'effondrement d'Antigone, la perspective de la mort désarme complètement Antigone. Cette dernière qui a toujours refusé de vivre regrette d'avoir accompli un acte absurde. Pour la première fois, elle reconnaît la sagesse de son oncle qui a tout fait pour lui venir en aide, dans la phrase « Et Créon avait raison, c'est terrible, maintenant, à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. »
J'ai peur, je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Cependant, la jeune fille s'efforce de cacher son effondrement intérieur. Elle tient à paraître grande aux yeux des autres même si cela ne sert plus à rien. Scène 19, de la phrase 117 à 119. Les personnages. Le cœur et le messager. Résumé, le cœur entre en scène, il est immédiatement suivi du messager qui fait le récit des événements qui se sont déroulés dans les coulisses. Antigone s'est pendue avec les fils de sa ceinture dans le tombeau où se trouvait également Aimon. Ce dernier, au comble du désespoir, menaça de tuer Créon, puis il lui cracha au visage et se donna la mort à son tour. Axe de lecture. 1. La fonction du récit. L'intervention du messager est importante dans la mesure où elle apprend au public des événements qui n'ont pas eu lieu sur scène. Respectant la règle des bienséances fixée par les dramaturges classiques, Aunouille épargne au public des images éprouvantes susceptibles de le choquer. Les faits dominés de bout en bout par la mort et le sang sont présentés dans le cadre d'un récit détaillé et non sous forme de spectacle. Grâce à un discours qui gagne en vivacité et en dynamisme au fur et à mesure que progresse la narration du messager, l'auteur parvient à visualiser l'horreur tout en ménageant la sensibilité des spectateurs. 2. Créon et la tragédie. Créon occupe une place centrale dans le récit du messager d'abord en sa qualité de roi, puis en sa qualité de père et d'oncle. Il assiste directement à l'accomplissement de la tragédie. Le suicide d'Antigone et d'Aimon reflète sa propre chute. Étant le numéro 1 de Thèbes, il attire forcément l'attention de la foule qui assiste à l'effondrement de son maître, dans les phrases. Tous regardent Créon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou, le roi suant dont les mains saignent. Scène 20, de la page 119 à 122. Les personnages. Le cœur, Créon et le page. Résumé, le roi rentre au palais, complètement effondré. Là, le cœur lui assène une terrible nouvelle. La reine Eurydice s'est donné la mort après avoir appris le suicide de son fils avec Antigone. La solitude du roi devient plus insoutenable que jamais. Mais la raison d'État doit continuer à régner. Son rôle de roi passe avant toute autre considération. Axe de lecture. 1. L'union dans la mort. Dans la tragédie d'Aunouille, l'amour n'a aucune chance de se réaliser dans la vie à cause des nombreux obstacles posés par les adultes. Ce constat s'applique parfaitement bien à Antigone et à Aimon. C'est dans la tombe où ils gisent côte à côte qu'ils trouvent enfin la plénitude tant recherchée. Dans les phrases je les ai fait coucher l'un près de l'autre enfin. Reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants au lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. 2. Eurydice, totalement éclipsée dans la pièce, Eurydice ne participe pas au déclenchement de l'intrigue, mais elle participe au dénouement tragique de la pièce. La vie qu'elle a menée et son suicide interpellent de nombreuses remarques. La reine a toujours vécu comme une esclave qui répète les mêmes gestes. Elle représente exactement ce qu'Antigone déteste le plus au monde, un bonheur médiocre fait de petites joies passagères et d'une souffrance muette. Sa disparition condamne Créon à une effroyable solitude. Le palais devient exactement comme un tombeau pour le roi, tout seul, oui, se dit-il. Scène 21, de la page 122 à 123. Les personnages. Le cœur et les gardes. Résumé, le cœur se manifeste pour la dernière fois. Il parle de ceux qui sont morts et de ceux qui restent en vie, ainsi que des conséquences de la tragédie sur Thèbes qui s'est enfin apaisée. Les gardes, indifférents à ce qui se passe autour d'eux, continuent à jouer aux cartes comme si de rien n'était. La tragédie qui a violemment secoué le royaume de Créon ne les concerne en rien, ce n'est pas leurs oignons. Axe de lecture. 1. La vie après la tragédie, le calme revient à Thèbes qui a été ébranlé par l'acte de l'intransigeante Antigone. Mais la folie de l'héroïne est contagieuse, elle a entraîné d'autres victimes dans son sillage. Le roi qui n'a qu'un petit page pour compagnon, va commencer à attendre la mort. Les héros sont morts parce que la tragédie veut que ça se passe ainsi, mais les êtres insignifiants continuent à vivre parce qu'ils n'ont aucun idéal à défendre. L'allusion est faite ici aux gardes bien évidemment. 2. Les gardes ne se soucient guère des événements qui se précipitent à une vitesse vertigineuse. Ils sont complètement absorbés par le jeu de cartes. Ces personnages sortis tout droit du drame symbolisent le triomphe de la médiocrité. Ils vivent au jour le jour et ne se posent pas de questions sur le vrai sens de l'existence. Pour eux,
La pièce se termine exactement comme elle a commencé. Cette remarque accentue leur isolement. Ils restent en vie parce qu'ils ne peuvent pas mourir dignement comme les vrais héros, dans la phrase « tout ça, ça leur égale, ce n'est pas leurs oignons ». Conclusion. Antigone est une pièce de théâtre puissante qui remet en question les valeurs établies et explore les dilemmes moraux complexes auxquels les individus peuvent être confrontés. À travers le personnage d'Antigone, Jean Anouilh nous pousse à réfléchir sur les limites de l'autorité, la nature de la justice et les conséquences de nos choix.